tous d'être là aujourd'hui pour assister à ce webinaire proposé par Amred sur le sujet de la biodiversité. Pour cet après-midi de Saint-Nicolas, on vous a préparé un petit programme avec des contenus qu'on a essayé d'adapter au mieux pour les particuliers. On va aborder parmi les sous-sujets de la biodiversité déjà quelques notions de base pour que vous puissiez comprendre ce que c'est exactement, les enjeux qui sont liés, les freins qui sont à lever pour lui permettre de se développer et d'être conservé. Aussi, puisque nul n'est censé ignorer la loi, on gardera très brièvement deux petits points sur les lois qui sont mises en place pour que vous en soyez conscients et que vous n'ayez pas de couac lors de vos chantiers. Simon, excuse-moi en fait, Simon, oui. Excuse-moi, on nous demande si tu peux parler un petit peu plus fort. Oui, je vais essayer de parler plus fort. Merci. Ça va. Et la prochaine micro, voilà, j'espère que ça ira mieux. N'hésitez pas à le signaler si ça ne va pas. Donc, après les petits points sur la législation en région de Bruxelles-Capitale, je vous parlerai des dispositifs qui peuvent être intégrés dans vos constructions, que ce soit en rénovation ou pour de nouveaux bâtiments. On ne pourra pas passer tout en revue, mais vous aurez en tout cas à la fin de la présentation différents liens et accès à des outils qui vous permettront d'en savoir plus et de développer vos connaissances sur ces dispositifs. Sans plus attendre, commençons en se demandant déjà qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Et pour ce faire, on vous a préparé une petite illustration assez schématique avec différentes espèces d'animaux et des végétaux qu'on va retrouver en région de Bruxelles-Capitale. Et la biodiversité, en fait, c'est toutes les interactions qu'on va avoir entre les êtres vivants, que ce soit des plantes, des oiseaux, des fourmis, des pucerons, et leur environnement. On va voir donc, par exemple des abeilles qui vont venir butiner des fleurs et les polliniser, ce qui va permettre d'obtenir des fruits qui vont alors être mangés ou déplacés par des oiseaux comme le merle que vous pouvez souvent observer dans les parcs ou dans votre jardin. Et le déplacement de ces fruits par le merle va permettre justement de créer de nouveaux habitats avec de nouveaux arbres, des arbustes, qui vont profiter aussi à diverses espèces, que ce soit pour manger à nouveau des fruits, pour se réfugier, etc., etc. Il y a vraiment de nombreuses interactions qu'on ne va pas pouvoir passer en revue ici, mais chaque animal, chaque plante bénéficie en fait d'une diversité de plantes, d'animaux, et on fait bien sûr partie de ces êtres vivants qui bénéficient de toutes ces interactions. On pense notamment à l'oxygène que va générer un arbre et qui nous permet de vivre dans de meilleures conditions en milieu urbain. Une autre notion importante, c'est le fait que la biodiversité, on va vraiment la retrouver partout. Il ne faut pas se dire que parce qu'on est dans un contexte très urbanisé, au centre de la région de Bruxelles-Capitale, on ne va pas en fait trouver de biodiversité. On va pouvoir la retrouver même dans des joints de pavés, sur certains murs, avec des mousses et certains insectes qui vont y circuler ou y trouver refuge. On va aussi avoir une notion importante qui est celle de richesse. Donc, en fonction du nombre d'espèces, comme vous pouvez le voir sur les illustrations, on va avoir des endroits qui sont en ville plus ou moins riches. Et on se rendra compte aussi que ce n'est pas forcément parce qu'on est dans un cadre qui est plutôt urbanisé ou une zone de friche où il y a eu une activité humaine qu'on a forcément un lieu qui est moins riche en biodiversité, qu'il y a moins d'espèces. Il y aura par exemple à la campagne des champs où on va retrouver de la culture de maïs avec une utilisation de pesticides, en limite de région bruxelloise, par exemple, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, où on va retrouver très peu d'espèces qui ne font que circuler par là parce que l'habitat, ce lieu n'est pas
approprié pour eux. Donc, on pourrait, par exemple, dans ce cas, uniquement observer des rongeurs et des rapaces qui viendraient pour les chasser. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'espèces que, par exemple, au Mariewitz ou à la friche Josaphat, deux espaces qui sont dans la région de Bruxelles-Capitale et où on observe de très nombreuses espèces. On va maintenant aborder les enjeux qui sont liés à l'urbanisation et qui impactent la biodiversité à Bruxelles. Et à Bruxelles, il y a un aspect important de cette urbanisation qui doit être pris en compte, c'est qu'il y a une grosse augmentation des zones de lotissement, d'habitation, la création aussi d'un réseau routier pour y accéder, qui a eu un impact sur le taux d'artificialisation du sol, des zones bétonnées, de voiries. Et entre 1955 et 2006, cette surface urbanisée a presque doublé. Et durant la dernière décennie, le phénomène ne s'est pas atténué. Ça continue à augmenter, notamment avec les vagues de confinement qu'on a eues, qui a donné envie à de nombreuses personnes d'aller vivre à la campagne, plus loin du centre-ville, et donc de devoir aussi créer des réseaux routiers pour atteindre son domicile et diminuer toujours plus la place qui est laissée à la nature. Et on se retrouve donc dans une situation où on a un nombre d'espèces très limité parce que le maillage vert, le réseau écologique devient fragmenté. Et donc, dans la cause de cette fragmentation, comme vous le disiez, donc on a ces nouvelles constructions qui vont impacter la biodiversité. On a déjà abordé le taux d'artificialisation du sol, mais les rénovations peuvent aussi avoir de grands impacts sur les espèces qui vivent à côté de chez nous ou même chez nous. On va avoir, par exemple, dans le cas de rénovation, des façades à ravaler, avec des éléments aussi qui doivent être réparés. On pense aux corniches, à différentes jointures en toiture ou la toiture complète qui va devoir être remplacée pour des questions d'isolation. Tout ça va avoir un impact sur des espèces qui vont nicher dans le bâti, comme c'est le cas par exemple des moineaux que vous voyez sur l'illustration à droite et qui pourraient voir leur nid disparaître après une intervention où on boucherait justement ce trou de boulin qu'ils ont utilisé pour trouver refuge et que nous avions initialement prévu pour installer des échafaudages en région de Bruxelles-Capitale. Il y a aussi dans les jardins qu'on va avoir des actions qui vont impacter les animaux et la végétation qui nous entoure. On a des méthodes de gestion qui ne sont pas toujours appropriées, qui vont par exemple faire qu'on a recours à des pesticides, à des polluants qui vont être déversés dans le sol ou dans l'eau, qui peuvent créer des empoisonnements pour les oiseaux, pour les insectes ou pour les poissons et les amphibiens. Il va y aussi avoir des éléments que l'on installe pour une question d'esthétisme, parfois de sécurité, ou le fait qu'il y ait par exemple une voirie à proximité. Tout ça va avoir tendance à créer des épuisements chez les espèces animales et végétales aussi, ça peut arriver. On peut par exemple penser au cas de certains oiseaux qui ne dorment plus à cause du fait qu'il y a des luminaires qui sont constamment allumés à côté de leur lieu de vie. Il y a aussi avoir des collisions qu'on va générer par nos moyens de transport avec des axes routiers qui traversent des zones naturelles ou ferroviaires. On va aussi avoir la réflexion des vitrages qui va créer une certaine mortalité, notamment aux étages les plus bas des bâtiments. Et vous voyez un triste exemple à droite avec un moineau qui s'est pris justement une baie vitrée aux Pays-Bas et qu'on retrouve mort en pied de façade.
On va maintenant parler de la législation très brièvement, hein. Ici, l'idée n'était pas non plus de vous envoyer plein d'infos sous forme de texte, mais on souhaitait que vous soyez conscients de ces lois qui peuvent vous impacter. Donc, ces lois, elles sont vraiment mises en place pour conserver et permettre le développement de la biodiversité en ville et dans la région de Bruxelles-Capitale. On va avoir deux documents qui sont très importants. Il y a premièrement le code de l'inspection qui est mis en place en fait pour s'assurer du respect des lois qui sont relatives à l'environnement, à la nature, à l'énergie, et qui va aussi permettre, lorsqu'on observe un dommage sur une certaine espèce, hein, par exemple dans le cas du moineau, ça va permettre de mettre en place des mesures compensatoires pour réparer le dommage qui a été commis. Le second document qui est très important en région de Bruxelles-Capitale pour la biodiversité, c'est l'ordonnance relative à la conservation de la nature. Et dans ce document, il va y avoir tout un tas d'articles en fait, qui préconisent des interdictions qui sont destinées à protéger diverses espèces. On va avoir par exemple une interdiction qui prévoit il n'y ait aucune intervention d'élagage ou d'abattage d'arbres avec des outils motorisés du 1er avril au 15 août. Et ces dates-là ne sont pas choisies pour rien, c'est parce qu'il est estimé qu'à cette période, c'est la période de nidification des oiseaux, et donc il est nécessaire de ne pas les déranger pour ne pas faire fuir soit les adultes, ou soit pour ne pas faire, par exemple, tomber un nid avec les œufs qu'il contiendrait au sol. Vous aurez plus d'informations sur ces interdictions via le lien que vous retrouverez en bas de page. Donc, vous pouvez consulter celui-ci pour être au courant de chacune d'entre elles. Il y a aussi, par exemple, le fait de la cueillette interdite de champignons en forêt de soigne, etc. Et ici, je voulais inclure quand même un petit exemple d'application justement de ces lois et de la réparation du dommage via le code de l'inspection. À gauche, vous pouvez voir une façade qui allait être rénovée et où il était connu qu'il y avait une population de moineaux domestiques. Cette façade a été réparée a été rebouchée avec un enduit. Et lorsque ça a été constaté, puisque en rebouchant la façade, on a empêché les oiseaux d'accéder à leur nid, il a été demandé aux propriétaires d'installer 4 nichoirs à moineaux, et j'ai dit demander, mais c'est même imposé que ces nichoirs ont été. On va maintenant passer à ce qui vous intéressera peut-être le plus, les dispositifs qui vont pouvoir être envisagés pour vos nouvelles constructions ou les rénovations que vous allez réaliser sur vos propriétés. On va commencer par les dispositifs végétalisés et on discutera ensuite des nichoirs, des gîtes, et on survolera quelques autres dispositifs qui peuvent être envisagés. Pour les dispositifs végétalisés, on va retrouver 3 types. Il y aura les toitures vertes qu'on va aborder tout de suite, et ensuite les façades vertes et les murs végétaux. Tous ces dispositifs sont très intéressants à mettre en place dans vos constructions et rénovations, mais tous ne vont pas être appropriés en fonction du contexte que vous avez sur votre propriété, et évidemment aussi l'espace public à côté. Les toitures vertes, on va en retrouver 3 sous-types, 3 catégories. Et ces 3 catégories vont être différenciées en fonction des types de végétation qu'on va y retrouver, qui vont être plus ou moins diversifiées et plus ou moins hautes. Il va y aussi y avoir l'épaisseur du substrat, donc de la terre, qui va être nécessaire à la croissance des plantes, qui va varier avec une épaisseur de terre qui va être plus importante pour une végétation plus conséquente, évidemment. Et un autre point qui va permettre de comparer les 3 catégories de toitures vertes, c'est la surcharge que
la végétation et l'épaisseur de terre va occasionner sur la toiture, et qui est un critère évidemment très important pour la stabilité de votre bâtiment, et que l'architecte et l'ingénieur en stabilité avec lequel il travaille vont devoir prendre en compte pour valider un type de toiture ou l'autre. Avec la toiture intensive, on va, comme vous pouvez le voir sur l'illustration à gauche, avoir une végétation avec de grands arbustes, mais aussi de petits arbres, et aussi toute une strate de végétation qui est plus basse, avec des herbacées, des plantes qu'on va sélectionner vraiment pour leurs fleurs, etc. On voit d'ailleurs que celle-ci est accessible et qu'elle peut être utilisée comme un jardin terrasse. À l'opposé, la toiture extensive tout à droite, où là, on voit que la végétation est beaucoup plus limitée, elle est basse, et c'est une végétation qui va être adaptée à des conditions assez sèches, parce qu'on a un substrat très limité. Et l'avantage en fait de ces toitures extensives, c'est qu'on va pouvoir les appliquer sur de nombreuses toitures grâce au faible poids qu'elles engendrent sur la dalle de toiture. Et ça reste un habitat très intéressant pour beaucoup d'espèces, notamment des insectes et des oiseaux. Je vous le montrerai juste après. Entre ces deux catégories, on va avoir la toiture semi-intensive, qui est donc un compromis qui permet d'avoir, comme montré par la photo, une végétation avec des herbacées, des graminées, des plantes à fleurs et aussi quelques petits arbustes qui ne pousseront pas trop haut, comme par exemple du thym ou du romarin, qui peuvent être intéressants pour la biodiversité ainsi que pour l'utilisation en gastronomie. Dans les avantages de ces toitures vertes, je vous parlais donc le fait d'accueillir la biodiversité. On va pouvoir y retrouver des oiseaux qui vont y nicher, des insectes aussi, qui vont attirer des oiseaux, mais plutôt pour y nicher, plutôt pour les chasser pour leur alimentation. Et ces toitures peuvent aussi être imaginées avec différentes épaisseurs de substrat. On peut combiner des toitures intensives à des toitures semi-intensives et extensives pour vraiment varier les types de végétation et recréer vraiment un petit écosystème sur sa toiture. Il faut bien évidemment prendre en compte les charges que ça génère à chaque endroit de la toiture. Et enfin, il va y avoir aussi beaucoup d'atouts pour votre bâtiment et pour le bien-être de votre famille et des voisins aussi. Pour le bâtiment lui-même, on va avoir des plus en termes d'isolation thermique et acoustique, bien qu'une toiture verte remplace rarement un isolant qu'on aurait en polyuréthane dans la toiture. Ça va permettre aussi de protéger la toiture contre les UV, les rayons du soleil et des différences de température occasionnées lorsqu'il va neiger ou geler, comme ça a été le cas dernièrement. Ces toitures, elles vont aussi permettre d'améliorer la qualité de l'air, de créer de la fraîcheur à l'intérieur de votre îlot. Je pense que pas mal d'entre vous qui vivent à proximité du centre ont déjà ressenti ça durant ces dernières années, même avant. Un effet de chaleur qui est parfois insoutenable en fin de journée après de fortes chaleurs. Eh bien, ces toitures végétales permettent justement de contrer cet effet en évaporant de l'eau dans l'atmosphère et en nous rafraîchissant. Il y a évidemment un intérêt esthétique. Il y a aussi un intérêt dans la gestion raisonnée de l'eau, parce que ces toitures vont permettre justement de ralentir l'acheminement de l'eau de pluie vers votre citerne ou vers votre jardin, où vous allez gérer sur la parcelle des eaux. Et comme je vous montrais dans l'exemple avant, ces toitures elles peuvent être accessibles, ce qui permet d'avoir un espace vert chez soi lorsqu'on n'a pas de jardin ou qu'il est très limité. Ici, je vous ai mis quelques petites infos que vous pourrez consulter par la suite plus en détail. Et ce qui est important de vous dire, en fait, c'est que
on va avoir des coûts d'investissement et d'entretien qui vont varier en fonction des types de toitures vertes préconisées. La toiture intensive, elle va coûter un peu plus cher que la toiture extensive, qui est très fine, qui demande peu de substrat et des végétaux très bas, évidemment. Mais cette toiture intensive plus chère va aussi permettre d'avoir beaucoup plus de bénéfices en termes d'aspects environnementaux. Comme vous pouvez le voir dans le tableau tout à droite, on va retrouver donc à chaque fois des éléments qui ont plus d'impact pour, par exemple, la gestion des eaux, réguler le microclimat local, etc. Et c'est aussi le cas pour tous les aspects socioculturels que vous pouvez voir en bas, comme le confort visuel et les avantages esthétiques. Après les toitures vertes, on va discuter des façades vertes. Donc, ces façades vertes, c'est des façades sur lesquelles en fait, on va avoir des plantes grimpantes qui vont pousser, et ces plantes grimpantes, elles vont être plantées directement dans le sol au pied de la façade. Et on va retrouver deux types qui peuvent être envisagés, avec un premier qui est plus facile à mettre en place parce qu'il prend moins de place justement sur le trottoir. C'est la façade verte avec un revêtement végétal apposé. Donc c'est l'exemple que vous avez sur la gauche. Et ici, on peut voir donc une façade qui est presque entièrement recouverte avec une plante grimpante. Il y a aussi des parois végétales séparées qui, elles, donc, nécessitent d'avoir un certain espace disponible pour mettre en fait cette paroi à une certaine distance de la façade. Ici, on a environ 5 mètres, je pense, sur ce bâtiment de la banque Allianz. Et ça permet en fait de bénéficier de tous les atouts d'une façade verte, mais aussi de la voir depuis l'intérieur. Donc ici, c'est le cas donc, dans les bureaux. Les personnes qui viennent travailler là-bas bénéficient d'une vue sur le verre que les personnes qui vont être dans le bâtiment à gauche n'auront pas. À prendre en compte lorsque vous envisagerez l'installation d'une façade verte, ce sont les matériaux ou le matériau de revêtement de façade que vous allez employer. Il faut éviter les pierres qui vont être schisteuses ou friables que les végétaux pourraient dégrader. Il faut aussi éviter les éléments modulaires qui vont être en métal ou en plastique. Je pense notamment aux éléments préfabriqués qui sont installés sur façade et qu'on vient imbriquer avec notamment des joints dans lesquels certaines plantes grimpantes peuvent passer et ensuite faire sauter les éléments. Il faudra aussi éviter les bardeaux en bois, les ardoises, les éléments en plastique et les enduits ou peintures. Et vous pouvez voir deux exemples au milieu de la diapositive avec d'une part à gauche les ardoises qui ont été décollées par une plante grimpante qui s'est en fait faufilée en dessous. Et sur la droite, toujours au milieu, un exemple où il y a eu une peinture qui a été appliquée et la plante grimpante, avec son poids, a fait tomber cette peinture. Évidemment, le résultat n'est pas le résultat escompté. À droite, vous pouvez voir un exemple là, qui est sur un bardage bois, qui est assez esthétique. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent cette vue assez sympa. Mais à terme, le fait qu'il y ait une plante grimpante à cet endroit va entraîner une dégradation beaucoup plus rapide du bois. Et donc, il va falloir donc soit entretenir très régulièrement en coupant complètement la plante pour laisser justement le bois sécher, soit prévoir le remplacement complet du bardage après quelques années. Et on peut déjà voir des endroits où le bois devient complètement noir à cause de la végétation.
Donc, on a parlé de certains supports à éviter. Il y a aussi des guides qui peuvent être prévus pour certaines plantes qui vont en avoir besoin. Ça fait aussi partie de cet élément du support. Et il faudra en fait connaître le type de plante grimpante pour définir ce support. Et les divers outils et fiches auxquels vous aurez accès en fin de présentation vous permettront justement de savoir facilement, en fonction de la plante que vous souhaitez mettre sur votre façade verte, quel type de support et quels guides doivent être envisagés. Donc, ces supports ils doivent aussi être durables et résistants, ainsi que les guides. Il faudra plutôt prévoir voilà, un acier inoxydable ou un acier galvanisé plutôt que du bois, pour espérer ne pas devoir remplacer justement ce support tous les 5 ans, disons. Le mur, il va pouvoir aussi être utilisé comme seul support. On a vu des exemples peu fructueux avant, mais il est possible de faire pousser, par exemple, du lierre sur un mur de briques. Il faut juste vous assurer, lorsque vous réaliserez cela, que le mur soit en bon état, que les joints soient pleins et que les briques ne soient pas fissurées. Et après, dans l'entretien, c'est vraiment envisager d'avoir un entretien qui se fait en rotation, où on va permettre à la végétation de continuer à pousser à certains endroits et nettoyer à d'autres pour vérifier que le mur reste en bon état. Dans les préconisations aussi qu'on a à vous transmettre via Bruxelles Environnement, c'est d'éviter de planter de la vigne vierge, bien que ça soit une plante que beaucoup aiment pour sa couleur rouge écarlate à l'automne. C'est une plante qui a une tendance invasive et qui va en fait empêcher les espèces locales de pousser. On constate de plus en plus de cas comme ça de cette espèce qui va être disséminée par les oiseaux. Dernièrement, j'en ai vu sur une place publique au Marolles, alors qu'il n'y a aucun spécimen de cette plante qui est planté à proximité. Et donc, on estime que c'est des oiseaux qui l'ont transportée jusque-là. Et maintenant, elle pousse dans un arbre et l'empêche justement d'avoir assez de lumière. Et si une vigne vierge doit être envisagée parce qu'il n'y a pas d'autre option et que c'est la seule plante qui pourrait marcher sur base de conseils de spécialistes que vous avez consultés, il faut alors préconiser la vigne vierge à 3 lobes, qui s'appelle aussi en latin Parthenocyssus tricuspidata. Mais il y a bien d'autres espèces indigènes locales qu'on vous recommandera avant l'utilisation de cette espèce-là, et vous les retrouverez dans les listes de plantes grimpantes réalisées par Natagora et Bruxelles Environnement en fin de présentation. Ici, d'autres petits exemples de réalisation. À gauche, un exemple où on n'a pas justement appliqué un enduit blanc avec une peinture ou quoi que ce soit. Ici, on est resté sur un matériau assez brut et une couleur sombre, justement, pour qu'il n'y ait pas de traces laissées par la végétation qui soient visibles lorsqu'on va réaliser l'entretien et enlever ces plantations pendant quelques mois. À droite, vous avez un exemple à Anvers de la Tuinstraat, où là, on voit une glycine qui a poussé sur un câble unique. Et on voit un beau contraste justement entre ce côté de la rue qui a été plus végétalisé et l'impact que ça a sur l'ambiance par rapport au côté droit de la rue. Ces façades vertes, elles ont beaucoup d'avantages, dont certains qui sont très similaires en fait aux toitures vertes. Je ne vais pas tout passer en revue. Mais notamment dans ces avantages, il y a le fait que pour un petit peu d'espace occupé au sol, parfois ça peut être juste une rangée de pavés de 30 cm de large, on va pouvoir végétaliser beaucoup de surfaces verticales, comme on a vu l'exemple de la Tuinstraat sur la diapositive précédente. Elles vont aussi constituer, comme les toitures vertes, des zones refuges, des garde-manger pour la faune. On voit ici comme exemple l'abeille du Lierre, ou encore une merlette et Saint-Miché, qui sont dans une façade verte avec du lierre. Et autre aspect intéressant,
le coût et l'entretien de ces façades vertes restent quand même beaucoup moins importants que ceux qui seraient nécessaires pour un mur végétal dont nous allons parler dans la dia suivante. Donc, ces murs végétaux, on s'en fait un peu cette idée que vous voyez à l'écran. Ici, on a l'exemple du quai Branly à Paris avec une végétation qui est luxuriante, très fournie. C'est vrai que c'est assez plaisant de voir ça. Mais on voulait quand même vous faire part de quelques points qui doivent être pris en compte lorsque vous envisagerez de mettre ce type de dispositif végétalisé. Notamment le fait que ces murs, ce sont des systèmes qui sont très complexes, où on va devoir avoir un raccord à l'eau, de préférence une eau de ville, un raccord à l'électricité et aussi un apport en nutriments qui va devoir être diffusé dans l'eau. Donc c'est quand même assez technique, il faut que des spécialistes installent ça. Et il peut y avoir évidemment des petits problèmes, des défaillances dans ce système. C'est notamment arrivé à l'avenue Béliard à plusieurs reprises, où on a vu donc toute la végétation qui se trouvait sur un des immeubles devenir toute sèche, être presque calcinée à l'été. Donc, il y a quand même un aspect de durabilité qui est nuancé avec ces murs végétaux parce qu'on va devoir parfois les remplacer et il y a aussi le fait qu'ils consomment presque en permanence ou à certaines fréquences de l'eau, de l'électricité et des nutriments qui doivent être apportés. Alors que pour les façades vertes, pour un rendu, une couverture végétale qui est similaire, on va avoir presque rien à lui apporter, sauf un arrosage éventuel en été lorsqu'il fait trop chaud. Il y a aussi les espèces qui vont être utilisées dans ces murs végétaux qui posent question. On a souvent des espèces qui viennent d'autres pays, des quatre coins du monde. Et pour la biodiversité locale, c'est évidemment quelque chose qui pose question et qui nous fait nous rendre compte que ces murs ont moins d'avantages que les façades vertes. Et le coût est évidemment un facteur très important. Le petit tableau en bas à droite vous montre qu'on peut avoir justement une différence qui est de parfois x10 pour installer un mur végétal par rapport à un mur avec des plantes grimpantes. Voilà, donc on a pas mal de points qui ne vont pas vraiment dans le sens du mur végétal, mais il y a quand même pas mal d'avantages pour finir sur une note positive. Ils permettent quand même de végétaliser lorsqu'on ne va pas pouvoir planter au niveau du trottoir ou sur le pied de la façade qui donne sur un jardin. Et il commence à y avoir des murs qui vont aussi tenir compte de la biodiversité locale en utilisant des plantes indigènes et qui vont aussi être moins demandeuses en eau et en nutriments. Donc, c'est des murs végétaux qui vont être plus durables et plus acceptables en termes de questions environnementales. Et en bas, vous pouvez voir un petit exemple qu'on avait trouvé avec un couple de moineaux justement qui avait élu domicile dans un mur végétal. Donc, ces murs peuvent aussi être favorables à la biodiversité, mais il faut évidemment prendre en compte pas mal de critères. On a parlé du choix des plantations, mais il y a aussi les types de modules à envisager. Vous pourrez trouver des infos par rapport à tout ça dans les liens qu'on vous transmettra. On vient de parler justement d'un couple de moineaux. On va maintenant passer en vue des nichoirs qui peuvent être préconisés pour les oiseaux. Donc, la première question à se poser, les informations à avoir, c'est où nichent les espèces et quelles sont les espèces qui vont être concernées par les dispositifs qu'on va mettre au sein de notre bâtiment. Les espèces qui vont être concernées et sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui, c'est 3 espèces qui ont eu un déclin assez important en région Bruxelles-Capitale et qui sont intimement liées au bâti.
Il y a le moineau domestique que vous avez très certainement observé près de chez vous. Il y a aussi le martinet noir, un cousin éloigné des colibris, bien qu'ils ressemblent à une hirondelle, ils ne sont pas du tout cousins. Et le rouge-queue noir, qui est un petit oiseau qui a un peu une forme de rouge-gorge comme ça, mais lui, c'est plutôt sa queue qui est rouge que sa gorge, et avec une teinte un peu noir charbon. On va retrouver ces trois espèces à différents endroits de nos maisons, que ce soit dans la toiture, dans les trous de boulins dont je vous ai parlé précédemment et qu'on peut voir avec des caches sur les deux illustrations en bas de cette diapositive. Donc on a un cache avec une tête de lion, un autre avec une étoile. Et c'est des éléments qu'on retrouve beaucoup dans l'architecture à Bruxelles. On va aussi trouver ces oiseaux nichés dans d'autres anfractuosités, dans certaines fissures. Je pense par exemple aux corniches qui sont souvent exploitées, et notamment par le moineau que vous voyez en haut à gauche, qui passe sa tête dans un raccord qui n'a pas été fermé au niveau d'une corniche. Aussi, autre information, on va d'habitude retrouver ces oiseaux à plus de 3 mètres et 5 mètres pour le martinet noir parce qu'il a besoin de beaucoup de hauteur pour prendre son envol. Simon, Oui. Juste pour te rappeler, tu as encore plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure. Ça va. Ça va? Merci. On va essayer de rentrer dans les temps. Donc ici, quelques exemples de mise en place de nichoirs en région bruxelloise. On a à gauche des nichoirs qui sont imposés, donc ça signifie qu'ils sont vraiment mis contre le mur, ils ne sont pas intégrés dans la façade. Et ces nichoirs sont à destination de moineaux. Ils sont adaptés, vous verrez dans les fiches qu'on vous transmettra, que chaque espèce a un nichoir qui est plus adapté. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'un nichoir pour moineaux ne sera pas occupé par des martinets noirs, ou l'inverse, ça arrive fréquemment. Donc cet exemple à gauche, c'était à Saint-Gilles, réalisé par le groupe de travail Moineaux, qui met en place diverses actions justement pour permettre aux populations de moineaux d'augmenter et donc donner une réponse à ce déclin qui est observé ces dernières années à Bruxelles. À droite, en haut, vous pouvez voir une photo qui est prise par la grande spécialiste des martinets noirs à Bruxelles, et avec un nichoir qui est intégré en façade. Donc on peut voir le module dans le coin supérieur droit, et c'est cet élément-là qui va être mis en fait dans le mur de façade et après recouvert avec un crépi. Et depuis la rue, il faut vraiment savoir qu'il y a un nichoir là-bas pour le voir. Et pourtant, c'est un dispositif incroyable et dont ont besoin les martinets pour trouver un site où nicher. Et en dessous, vous pouvez voir un autre exemple là, avec une intégration dans un mur en briques, soit avec un parement avec des fausses briques adaptées, ou soit un élément en béton lissé qui est mis en fait entre les briques directement dans la façade. Pour que tous ces nichoirs fonctionnent, il va aussi falloir penser à mettre en place des éléments favorables à la présence des oiseaux. Donc planter des haies, des arbustes et d'autres plantes qui vont pouvoir produire des fruits afin qu'ils aient des denrées alimentaires à l'hiver, mais aussi pour qu'ils puissent se cacher de certains prédateurs entre leurs divers repas. Et le fait aussi de semer des prairies fleuries avec des graminées peut être très intéressant pour certaines espèces. Il va y avoir notamment des graines qui peuvent être utilisées par les moineaux ou encore des rouges-queues noires qui viendraient alors pour chasser des insectes qui se trouveraient dans cette prairie fleurie. Dans les autres éléments auxquels il faut faire attention, il y a des pièges à éviter, notamment les vitres, les grandes baies vitrées. Comme je le disais avant, ça peut créer des collisions mortelles.
L'idéal, c'est d'avoir des fenêtres de petite dimension. Si elles sont pas trop grandes, on peut aussi prévoir de mettre des autocollants si une collision a déjà été observée, ou alors mettre des motifs sous forme d'autocollants où ils peuvent être aussi intégrés dans certaines baies vitrées grâce à des procédés assez évolués. Et ça permet aux oiseaux de voir en fait qu'il y a un obstacle. Mais certaines vitres existent aussi avec des motifs qui ne sont pas perceptibles par l'œil humain, et donc ne pas poser de problème d'esthétisme depuis l'intérieur du bâtiment, depuis l'extérieur. Il y a évidemment aussi les prédateurs auxquels il faut faire attention. Les nids ne doivent pas être accessibles. Il faut que les branches d'arbres ne permettent pas justement à une fouine d'accéder à un nid et de manger les petits ou les œufs. Et enfin, les obstacles. On parlait des martinets et du fait qu'ils doivent avoir 5 mètres de hauteur au minimum pour pouvoir s'envoler. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'arbres ou de poteaux aussi dans leur axe d'envol afin d'éviter toute collision. On va maintenant parler des chauves-souris, de petits animaux qui ne sont pas toujours bien aimés, mais qui sont pourtant très utiles. Il y en a en tout 20 espèces en région de Bruxelles-Capitale et 15 qui sont liées au bâti et qu'on peut observer à proximité de nos habitations à différentes périodes de l'année. Les chauves-souris, comme je vous le disais, elles sont très utiles. C'est des insecticides naturels. Elles vont nous aider à passer des nuits paisibles en été en mangeant des moustiques, par exemple, et elles vont réguler les populations d'autres insectes. Elles jouent un rôle très important dans l'écosystème urbain. Et malheureusement, depuis les années 60, on a constaté qu'il y avait eu une diminution de 95% des populations de chauves-souris. Et tout cela est lié aux mêmes causes que la diminution de la biodiversité, l'érosion de la biodiversité. Donc les nouvelles constructions, les rénovations, l'agriculture intensive avec des pesticides et des chantiers aussi qui ne sont pas toujours bien gérés avec des populations de chauves-souris qui peuvent être délogées contre leur gré, évidemment. Une petite info aussi qui est importante à savoir, c'est que les chauves-souris qu'on va retrouver en région de Bruxelles-Capitale sont pour la plupart fissuricoles. Donc comme les oiseaux dont on a parlé juste avant, elles vont utiliser le bâtiment pour trouver un gîte, mais dans de petites anfractuosités, des fissures. Et on va pouvoir, comme pour les oiseaux, installer des gîtes pour ces chauves-souris. Alors, ils peuvent être apposés aussi en étant fixés sur la façade du bâtiment ou être intégrés. Au milieu, vous avez l'exemple de notre bureau chez Écorce avec un nichoir qui a été intégré derrière le bardage bois et qui a été occupé depuis par des chauves-souris. Et tout à droite, un exemple d'un nichoir qui est, lui, intégré derrière un parement de façade. Donc, ces éléments sont aussi très importants et il faudra, pour les chauves-souris, veiller à en installer à 2 endroits, au sud et au nord. Et cela est nécessaire parce que les chauves-souris changent d'endroit en fonction des périodes de l'année. En hiver, elles vont hiverner au nord et il leur faut des conditions plus fraîches et plus humides, notamment pour que leurs ailes ne s'abîment pas. Et en été, il faut qu'elles soient exposées au sud parce qu'elles ont des maternités avec des petits qui doivent être à une certaine température. Simon, juste Oui, pour te dire, voilà, tu as encore quelques petites minutes, mais toutes petites. ça va. Je vais vite. Donc, on va maintenant survoler d'autres dispositifs. Il n'y en a plus beaucoup, notamment le passage pour la faune. Donc, lorsque vous faites des rénovations, des nouvelles constructions, essayez de laisser un accès vers votre jardin ou vers l'intérieur d'îlots. On peut penser à des porches avec un portail sous lequel peuvent passer les animaux. Vous voyez à droite des exemples où on voit des clôtures avec 10 à 20 cm qui permettent aux hérissons de passer. Si vous préférez et
montrer votre intention à tous les voisins de laisser passer les hérissons, vous pouvez aussi utiliser certains passages en forme de hérisson qui sont assez sympas et qu'on voit encore trop rarement dans la région. Un petit point aussi sur les hôtels à insectes. Donc, on a là, tout ça, cette image de la petite maisonnette qu'on va retrouver en jardinerie et qui est souvent réalisée systématiquement de la même manière, avec des petites boules de pin, des rondins de bois qui sont percés avec un diamètre identique. Ici, on voulait juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup d'insectes qui ont des besoins différents pour ces hôtels à insectes. Et donc, par exemple, à gauche, vous voyez 3 espèces d'abeilles qui nécessitent des diamètres d'orifices différents. Et on vous recommande donc de vous renseigner, notamment auprès de spécialistes locaux qui pourront vous aiguiller sur les espèces qui sont présentes dans votre commune, par exemple, pour orienter vos choix vers des dispositifs qui sont adaptés. Et ces hôtels à insectes, bon, on a cette idée de la maisonnette, mais il y a de très nombreux insectes qui n'ont pas besoin en fait de ces petites maisonnettes. On peut prévoir des hôtels à insectes directement dans le sol avec des tas de bois, des tas de cailloux, du bois mort, des substrats meubles comme du sable, de la terre. Les hôtels à insectes, ils peuvent aussi être dans les joints de pavés. Je suis sûr que vous avez déjà observé en marchant certaines fourmis ou des abeilles solitaires qui vont creuser entre les pavés et trouver un refuge en creusant des galeries. C'est notamment le cas du bourdon qui lui creuse aussi, mais plutôt dans la terre. Et vous pouvez voir en bas à droite un dispositif qui a été pensé par Natagora, que vous retrouverez aussi dans les fiches, et donc qui est un tas de terre qui est planté, mais où on a prévu un pot en terre cuite qui est accessible via un tuyau pour les bourdons. Enfin, quelques petits dispositifs qui sont juste là pour les citer. Encore une fois, vous retrouverez toutes les infos utiles dans les fiches. Le gîte à hérisson, la spirale à insectes, qui peut être aussi une spirale aromatique pour utiliser dans la cuisine. Le gîte pour écureuil, à préconiser lorsque vous habitez vraiment juste à côté d'une zone boisée, ou encore une mare naturelle pour aider les amphibiens à accéder à des endroits où ils peuvent se reproduire en ville. Et enfin, pour finir, les outils. Nathalie, tu me dis si je déborde trop. En une phrase. Voilà. Ben, en gros, on vous recommande de consulter tous les outils que vous allez retrouver dans les slides qui suivent, prendre bien connaissance des informations, à consulter les spécialistes, les groupes de travail des diverses espèces pour les moineaux, les martinets, via Natagora, Naturpunt, ou via certaines organisations communales. Et sur base de tout ça, de prévoir alors l'installation de dispositifs favorables en connaissance de cause. Et il y a différents éléments qui sont mis en place par la région. Il y a notamment le programme Inspirons le quartier qui permet justement de participer à un appel à projet avec différents acteurs du quartier, d'accéder à des formations, à des listes d'experts que vous pouvez solliciter pour prévoir vos dispositifs. Bruxelles Environnement met à disposition aussi le guide du bâtiment durable avec un thème développement de la nature avec tout un tas d'infos intéressantes. Par exemple, pour dire à votre entrepreneur comment réaliser une façade verte. Les fiches dont je vous parlais sont prises ici via le lien « Consulter les fiches ». Et vous pouvez voir un exemple à droite des préconisations pour les martinets qui sont faciles d'interprétation. Aussi un petit lien par rapport aux espèces qu'on considère trop souvent comme nuisibles, avec des liens de présentation qui permettent de comprendre comment coexister avec elles et percevoir justement moins de nuisances de leur part. Un lien aussi vers les cartographies de Bruxelles Environnement via l'Atlas Géodata, où vous pourrez voir quels animaux vivent
tout près de chez vous et aussi tout un tas d'autres infos relatives à l'environnement. Il n'y a pas de prise de tête, c'est du contenu qui est facilement accessible et utilisable. Aussi un lien vers Végétal, donc avec le soutien de Bruxelles Environnement, APIS Bruxella a développé ce contenu-là pour vous aider à développer au mieux justement de la végétation au niveau de vos façades et à intégrer la biodiversité pour une ville nature admise. Et j'ai bientôt fini. Pour Natagora, je voulais aussi parler du réseau nature. Donc là, c'est un réseau de particuliers et de professionnels qui est établi via l'adhésion à une charte en 5 points et qui vous permet d'obtenir un label et tout un tas de conseils et d'outils. Il y a différentes fiches qui sont disponibles, développées avec Bruxelles Environnement et qui vous seront très utiles. Et je finis cette présentation avec voilà, d'autres liens qui vous permettent justement de ne pas devoir rechercher trop sur Internet, les webinaires et ateliers de Natagora via le réseau Nature, les liens vers des groupes de travail pour les différentes espèces, d'autres liens utiles de Bruxelles Environnement et Nature Punt aussi, et un lien vers l'outil 1 mètre carré pour la nature d'Apis Bruxella, qui vous permet de manière interactive, comme vous pouvez le voir à droite, de voir quelles améliorations peuvent être apportées à votre jardin et à votre bâtiment. Voilà, Bon, merci beaucoup à tous. Je Et profite désolé de pour le ta retard. reprise de respiration pour reprendre la parole, pour te remercier pour cet exposé et pour passer déjà tout de suite aux questions-réponses, qu'on en a 6. Alors, la première, c'est comment et où peut-on signaler les colonies ou les animaux présents sur une parcelle? Oui, donc pour ça, il y a deux moyens. Donc, soit en vous rendant sur le site de Bruxelles Environnement, vous trouverez donc l'adresse que vous pouvez contacter. C'est une adresse générale et c'est ensuite redispatché en fonction des services concernés. Il y a aussi les groupes de travail, il y a notamment Natagora, qui, via certains groupes de travail, pourra vous donner des conseils là-dessus. Parfait. Alors, deuxième question, est-ce que des panneaux de liège sont un bon support pour une façade verte? Donc, ça va dépendre du traitement qui est appliqué sur la couche de liège. En fait, on peut avoir différents aspects avec certaines plaques de liège qui vont être très denses et permettre donc peu de porosité et de passage des lianes, des plantes grimpantes. Mais en général, moi, je conseillerais plutôt de distancer les plantations de ces panneaux en liège si vous voulez vraiment le mettre en place pour des raisons esthétiques. Donc, on a vu des façades un peu détachées ou des guides qui permettent d'avoir une distance de 30 à 50 cm avec la façade pour laisser circuler l'air et essayer de limiter en fait la dégradation du matériau par les plantes. On peut aussi mettre en place, juste à l'endroit où vont pousser les plantes grimpantes, des plaques métalliques par exemple, ou d'autres matériaux qui permettent de nettoyer plus facilement la végétation lors des entretiens. Alors, parfait. Nouvelle question. Si à l'arrière, j'ai une annexe, ah pardon, celle-là, j'avais déjà répondu en fait. Donc, les 3 mètres doivent être pris à partir du sol Oui, et 5 mètres pour les martinets. Alors, ça. je passe du coup à la question suivante. Où placer les nichoirs au bout? En façade avant ou en façade arrière? Donc ici, le fait que ça soit à l'avant ou à l'arrière, ça va dépendre surtout des éléments d'infrastructure qu'on va retrouver. Donc, par exemple, si votre façade avant, il n'y a pas de poteau d'éclairage, s'il n'y a pas d'arbre dans l'axe d'envol, et une distance suffisante avec d'éventuelles maisons qui seraient de l'autre côté de la rue, cette façade sera peut-être mieux que votre façade arrière où vous allez avoir, disons, un jardin avec beaucoup d'arbustes et d'arbres qui sont dans le chemin, des oiseaux pour atterrir ou même des chauves-souris. Il faut vraiment prendre en compte tous ces obstacles
et aussi l'exposition des nichoirs. On va toujours essayer d'éviter à Bruxelles les expositions au sud-ouest qui vont amener vent et intempéries dans les nichoirs. Et en fonction des espèces, vous retrouverez dans les fiches des préconisations spécifiques. Donc, par exemple, le martinet noir, le moineau domestique et le rouge-queue noir ne vont pas avoir des nichoirs qui sont orientés de la même manière. Ça reste des préconisations générales. Par exemple, chez moi, j'ai une nichée chaque année de martinet noir. C'est orienté en plein sud-ouest, mais le fait qu'il y ait une maison à proximité limite en fait l'arrivée du vent à cet endroit. Et donc, il ne semble pas avoir de problème à nicher là-bas. Et donc, nouvelle question. Pourriez-vous donner les références du vitrage avec motif imperceptible à l'œil humain pour éviter les collisions d'oiseaux? Je n'ai pas le lien sous la main. Il y a deux sources très intéressantes pour ces motifs. Il y a un ouvrage américain et un autre qui est néerlandais. Vous pourrez les retrouver via les liens qu'on trouve en fait en dessous des photos des moineaux qui sont rentrés en collision avec un vitrage. Et je n'ai pas la référence d'un fournisseur, par exemple, si c'est ce que vous souhaitiez. Parfait. Et alors, dernière question, c'est une question qui concerne les nichoirs intégrés qui sont placés donc en hauteur dans les façades, donc qui sont quasiment inaccessibles. Faut-il les nettoyer régulièrement? Est-ce qu'il y a un entretien spécifique? Donc, non, généralement, il n'y a pas d'entretien spécifique. Les oiseaux sont quand même de très bons gestionnaires de leur domicile. Par exemple, bah, les martinets vont nettoyer leur nichoir eux-mêmes. Par contre, il y a certaines espèces où il faut l'envisager. Vous aurez pas mal de conseils là-dessus dans les fiches de Natagora qui sont prises à la fin de la présentation. Par exemple, pour les mésanges, il est conseillé de nettoyer le nichoir tous les ans hors de période de nidification. Parfait. Eh bien, voilà, donc on arrive à la fin de cet exposé. Merci beaucoup, Simon Beaujean, pour ce très bel exposé. Merci à vous tous d'y avoir assisté. Et n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires. Alors, mardi prochain, nous accueillons notre collègue Anne Costa qui nous parlera de l'isolation des toitures inclinées. Et alors, une dernière chose, n'oubliez pas de compléter l'enquête de satisfaction. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Et faites-nous des suggestions sur des points à améliorer, des sujets à approfondir dans nos prochains webinaires. Et voilà, je vous souhaite une excellente après-midi et à mardi prochain. Au revoir.